Bonjour, soyez les bienvenus à cette rencontre avec l'acteur invité du Festival du cinéma américain de Deauville pour sa 47e édition. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir celui qui va animer cette rencontre. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir le journaliste de Positif, Philippe Rouillet. Bonjour à tous, et sans plus attendre, on accueille le héros de cet après-midi, Michael Shannon. Hop, alors, on va tout de suite être dans l'action parce que malheureusement, il va falloir, on me dit qu'il faut finir dans 45 minutes, seulement 45 minutes, donc il faut que chaque seconde, on en profite. Michael Shannon, vous le connaissez, c'est cet acteur absolument incroyable. À Deauville, il est venu deux fois pour avoir le Grand Prix, hein. C'était en 2011 pour Take Shelter, en 2015 avec 99 Homes, et puis il y a quand même... au moins 70 films au compteur, hein, 70 films de cinéma. On va parler de quelques-uns. Il y a la télévision, il y a évidemment la série Boardwalk Empire, mais il y a 8 ou 9 shows de télé, beaucoup de théâtre. Il écrit aussi, c'est un dramaturge. Entre tous les rôles que vous avez faits, j'ai envie de dire qu'il y a un fil rouge, c'est l'intensité. C'est-à-dire que ce soit dans Les Noces rebelles où vous êtes 8 minutes à côté de Kate Winslet et de Leonardo DiCaprio, et finalement vous avez une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle, que ce soit dans Man of Steel, un énorme blockbuster avec Superman, vous jouez le super méchant, ou que ce soit Bug de William Friedkin, qui je crois a été présenté aussi ici, on ne voit que vous sur l'écran. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'écran, il y a une espèce de magnétisme, d'intensité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que ce serait le lien entre tous vos rôles? Merci. Well, it's strange because I'm not anything like that. I'm not magnetic or intense at home. I just, I do a lot of dishes, do a lot of laundry. But I guess, you know, when you get to play make-believe, you can be anything you want. And your desire to play make-believe is probably in relation to the intensity with which you play it. So I guess I enjoy it a great deal. That's why I've been doing it all this time. Yeah. But, I appreciate you saying that. I feel like I've done some stuff that's not quite so... Like I did this movie, Loving, where I played the photographer. He was kind of just a nice, quiet guy. And watching what was happening. I really like that photographer, actually. He's a very famous photographer, and him taking the pictures of the loving couple was a major event in American history. So I get as much out of doing that kind of cameo part as I do out of doing Man of Steel or anything else. Yeah. All right. Oui, en fait, c'est assez étrange parce que Michael nous dit dans ma vie, en fait, je suis pas du tout comme ça. J'ai rien de ces personnages intenses, etc. Donc que vous venez de décrire. Moi, je fais la vaisselle, je lave mon linge. Non, j'ai vraiment une vie plutôt classique. Mais quand je suis en train de jouer un rôle, eh bien, je joue quelqu'un. Je joue à être quelqu'un d'autre. Et là, dans ces cas-là, on peut être n'importe qui, on peut faire n'importe quoi, parce qu'on n'est plus soi-même lorsque la caméra tourne. Et l'envie que l'on a en tant qu'acteur de jouer un rôle, eh bien, cette envie se transforme justement en intensité dans le personnage que vous interprétez. Donc, quelque part, oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que j'aime vraiment beaucoup faire ce que je fais, j'aime faire des rôles, et j'ai aimé ça déjà depuis très très longtemps maintenant, donc oui, ça fait vraiment partie de ça, et ça me fait vraiment plaisir que vous disiez
cela aujourd'hui. Tous les rôles m'intéressent, les rôles très intenses dont vous venez de parler, bien sûr, mais par exemple, dans le film Loving de Mike Nichols, je joue le rôle du photographe, ce photographe qui va être le premier photographe, en tout cas à cette époque-là, pour la première fois, qui va photographier ce couple, cet homme blanc, cette femme noire. C'était un moment très important dans l'histoire américaine. Et c'est une personne qui n'a rien, entre guillemets, d'intense, quoi. C'est une personne plutôt normale. Et ça m'a fait vraiment plaisir, nous dit-il, de le jouer. Donc, pour moi, c'est la même joie, quel que soit le personnage. Oui, mais justement, ce personnage, il vous apportait une intensité à la séquence. En plus, on connaît le cliché dans Loving. Ce cliché, il est historique. Et tout d'un coup, dans ce film si tendu, votre présence va apporter une intensité qui n'est pas une intensité dramatique, mais il y a une incandescence, parce qu'il y a tout d'un coup une bienveillance envers ces amoureux. Well, yeah, and there can be an intensity in being kind. I mean, to me, the word intensity, I've always found mysterious. I guess I've always, because I've heard it so often, I've always wondered what exactly it means. And I guess as far as I've been able to figure out, it just means the amount of focus that you bring to something. And to me, focus is synonymous with acting. I mean, that's what acting is focusing on something and concentrating on something. So maybe some people come to their performances in a more, happenstance, spontaneous, that's not even the right word, just accidental way, I don't know. But for me, it's all about focusing very intently on what you imagine the person you are portraying is going through and experiencing. And so I guess that intensity is just, for me, is just me doing my job. Yeah. Je pense, nous dit Michael, je pense que l'intensité, il peut y avoir de l'intensité dans le fait d'être bon, d'être bienveillant. On peut être intense, on peut être intensément bienveillant. Et pour moi, c'est le mot même d'intensité, c'est quelque chose d'assez mystérieux et d'assez difficile à expliquer. Michael nous dit, je l'ai entendu en fait tellement souvent qu'à un moment donné, j'ai fini par me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement cette intensité, c'est quoi? Et il pense que lorsqu'on est un comédien, l'intensité qu'on apporte, c'est peut-être tout simplement la manière dont on se concentre, dont on ressente son attention sur un point précis pour pouvoir interpréter quelqu'un de la meilleure manière possible, la concentration d'un acteur. Peut-être, nous dit-il, peut-être qu'il y a certains comédiens, certains acteurs qui sont différents, peut-être qu'ils arrivent sur un plateau en étant plus spontanés, même si ce n'est pas exactement le bon mot, ou peut-être qu'ils espèrent qu'ils vont avoir des accidents heureux. Mais en ce qui le concerne, non, lui, il se concentre vraiment sur un personnage, il se concentre vraiment sur la personnalité d'un personnage, et c'est sans doute ce qui transparaît à l'écran quand on voit le film, en une intensité, l'intensité que vous avez décrit lorsqu'on regarde Michael Shannon dans ses différents rôles. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous parler de la préparation pour un rôle? Déjà, comment vous choisissez, qu'est-ce qui vous décide de prendre un rôle plutôt qu'un autre? Parce que vous avez une longue carrière, mais j'imagine qu'on a beaucoup de propositions, il faut choisir dedans. Et une fois que vous avez choisi, comment vous vous préparez pour le rôle, pour le film? Well, the choices I make have many different reasons and change over time. Like you say, it's been it's been a medium length of time. There's people that have been doing it a lot longer than I have, but a lot of times with film, the understanding I've developed over the years is that it's really about the filmmaker. That I'm most drawn to who's making the film, and do I believe that they are going to make a great film? Because it really is up to the director. So I'm drawn to the people nowadays mostly
that I will be working with. But there's been so many different reasons. Sometimes I'm very susceptible to if somebody says, this is my dream. I want to make this movie so bad, and I just can't imagine anyone else doing it but you. I'm a softie that way. That works. Although I'm trying to stop doing that because sometimes it doesn't work out so well. But nowadays it's becoming even more complicated because first of all, COVID has made everything different in terms of how difficult it is to go do something now, and in some ways how dangerous it can be. You know, you really want to make sure that it's worthwhile. And then also the amount of platforms or streaming services. There's just so much content right now, and a lot of it's not even film necessarily. A lot of these series, like everything is a series now, and I don't know how I feel about that. I've done a few of them, and for the most part, I've enjoyed the ones I've done, but I'm not sure. I don't want it to be the only thing that that happens is series. I love cinema, so and a festival like this obviously is not the Deauville Festival of American Miniseries. You know, it's the Deauville Festival of American Film, and that's important to me. So right now, specifically, I'm looking for what is anybody making incredible American films, not just the superhero ones. Or like recently, I had the pleasure of working with David O. Russell, and that I was very excited about because that is going to be a very traditionally kind of beautiful American film, you know, because that's what David's able to do. But like I said, it's because he's in that class of filmmakers that I want to work with. Yeah. Oui, en fait, les choix que je fais, nous dit Michael, je les fais pour différentes raisons. À vrai dire, ça change au fur et à mesure que le temps passe. Mais je dirais que ma carrière, pour l'instant, c'est pas une carrière très longue, mais enfin, c'est une carrière de taille moyenne, on va dire. Et bien souvent, en fait, ce qui m'attire vers un projet en particulier, c'est le réalisateur, c'est la personne qui va faire le film. C'est ça, je suis attiré aujourd'hui par l'humain, nous dit Michael. Est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que ce réalisateur-là, est-ce que cette équipe-là va faire un bon film? Et si la réponse, je pense, est oui, alors je suis intéressé par le film. C'est voilà, vraiment ce qui m'attire tout de suite, c'est les gens, c'est les réalisateurs. Et alors de temps en temps, il est arrivé de temps en temps que je sois attiré par un projet pour une autre raison. Par exemple, si j'aimais quelqu'un, un réalisateur que je ne connais pas forcément, vient me voir et me dit, voilà, c'est le rêve de ma vie, ce film, c'est vraiment ce que je veux faire, et je veux absolument le faire avec vous, personne d'autre. Et Michael nous dit, bon, je suis un petit peu sensible à ce genre de choses. Et alors je dis oui, mais parfois c'est pas une très bonne idée quand je regarde le résultat. Donc vraiment aujourd'hui, et puis il nous dit, ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui le monde est plus compliqué. Le monde de la production, le monde tout court est plus compliqué à cause, par exemple, du Covid. Tout est beaucoup plus difficile, et même à un certain niveau, tout est devenu beaucoup plus dangereux. Donc, alors on se pose la question quand on reçoit un projet, est-ce que ça vaut le coup vraiment? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et puis aussi, aujourd'hui, il y a eu un autre aspect qui a beaucoup changé, c'est tous les services de streaming, tous les services de vidéo à la demande qui font qu'il y a quelque part de plus en plus de contenu, mais aussi de moins en moins de films, de plus en plus de séries télé. Alors il nous dit, j'ai fait moi-même des séries télé qui étaient très bien, mais en l'occurrence, je ne veux pas non plus que les séries télé remplacent complètement le cinéma, parce que ce n'est pas ce vers quoi moi je tends. Et aujourd'hui, par exemple, j'imagine, nous dit-il, que tout le monde le sait, parce que le festival de Deauville, c'est le festival du cinéma américain, c'est pas le festival de la série télé américaine. Et donc voilà, il veut absolument essayer de rester sur des films, même au sens le plus traditionnel du terme, et quand
il parle d'un film au sens traditionnel, il pense par exemple à quelqu'un avec qui il vient de passer un très bon moment, professionnellement parlant, c'est David O. Russell. David O. Russell, quand il lui propose un film, forcément, Michael est très excité. Il a envie de le faire parce qu'il sait que David O. Russell est un réalisateur qui est attaché à cet aspect traditionnel vraiment du film américain, comme on l'entend et comme on l'aime. Donc voilà, c'est ce qui l'attire vers des rôles aujourd'hui. Alors, à propos de collaboration avec un grand metteur en scène, on pense évidemment à Jeff Nichols, puisque Jeff Nichols, vous avez été dans tous ses films, y compris dans un clip qu'il a fait sur le groupe Lucifero. Donc, je veux dire, vous êtes de tous ces projets. On parlait de Loving tout à l'heure, vous avez ce petit rôle, hein, une séquence, la séquence du photographe. C'est pareil dans Mud, vous jouez le frère d'un des gamins et vous avez très peu de minutes de temps à l'écran. Et dans les trois autres, dans Shotgun Stories, dans Tech Shelter et dans Midnight Special, vous avez un très grand rôle. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de cette rencontre avec Jeff Nichols, puisque vous étiez là sur son premier film, sur Shotgun Stories, comment vous êtes rencontrés et comment ça a évolué? Comment cette idée assez folle de dire « je serai dans tous tes films » où lui vous a dit « vous serez dans tous mes films, tu seras dans tous mes films ». So I met Jeff because of his one of his teachers at film school. Gary Hawkins was his name. And I did the Sundance Filmmakers Lab one year, and Gary was the person I was with. I was making scenes from a film that he had written. And Gary took the scenes that he made at the lab and he showed them to his class, and Jeff was in his class. And after class, Jeff came up to Mr. Hawkins and said, I really enjoyed those scenes, Gary. They're very nice. I noticed that Michael Shannon was in them. And Gary said, yes. And Jeff said, do you know how to get a hold of him? And Gary said, well, I don't know, Jeff. I suppose I could get a hold of him. Why? And Jeff said, well, I wrote a script that I want him to read. And so Gary kind of sheepishly left me a message and said, I have this kid in my class. He wants to send you a script. I think he's pretty bright. I don't know. I don't want to bother you, but do you mind reading it? And I said, yeah, sure, send it. Why not? And so I read Shotgun Stories, and I thought it was one of the best screenplays I'd ever read. So I agreed to do the film, and I went down and I watched this young man who just gotten out of film school make this film. And I was just incredibly moved by Jeff, always. His dedication and his discipline. And he got all these people to show up and make this movie for free, basically. The only thing he had money for was the film and the camera. That was the only thing he had money for. And he didn't even have the money to get the film developed. So he shot the entire film, no dailies. He had no idea. When we all left town, he had a bunch of film cans in his father's office at the furniture shop. He had no idea what he had. He hadn't seen any of it. And he had to raise the money just to get it developed so he could look at it. And then he spent God knows how long editing it, I think a year or so. Couple of years. And I just thought, if somebody's that willing to go through that much agony to make a movie, then that's who I want to work for, because that means they're not messing around. It really means something to them. And the thing that's amazing about Jeff's career is each movie exponentially grows in size and scope. You know, you start with this movie that was made for a few $1,000, and then
Take Shelter is a little bigger scale, and then Mud, and then Midnight Special, and now the next and Loving, and now the next thing he wants to do is even bigger than that. It's a giant movie, and it's just very impressive how he deals with people and how he walks into rooms, says, "This is what I want, and I'm not going to compromise. And if you won't help me do it, I'll find somebody else who will." And it's just, he's a very nice man. He's a very gentle man, but he knows his vision is so strong that to me that's the quality I look for most in somebody I'm working with. En fait, j'ai réalisé Jeff parce qu'à l'époque, il y avait une école de cinéma et il y avait un professeur qui s'appelait Gary Hawkins. Et en l'occurrence, j'y allais, je le connaissais bien. Et puis j'avais fait 2-3 choses avec lui. J'avais notamment participé à des petites scènes que Gary avait écrites, et notamment une scène pour le Sundance Lab auquel donc on avait participé. Et à ce Sundance Lab, dans la classe, dans le groupe de Gary, il y avait ce jeune homme qui s'appelle Jeff Nichols. Et il a fait voir donc les séquences qu'on avait fait ensemble. Et puis après, à la fin de la classe, il est allé voir Gary Hawkins. Il lui a dit j'ai vraiment bien aimé les scènes que vous nous avez fait voir. Alors Gary lui a dit bah, merci, c'est gentil. Et puis il y a un certain Michael Shannon dans vos scènes. Alors il a dit si, en l'occurrence, oui, effectivement. Est-ce que vous savez comment je peux rentrer en contact avec lui, lui poser des questions? Oui, sans doute, mais pourquoi? Parce que j'ai un scénario et j'aimerais bien qu'il le lise, donc peut-être que vous pourriez le contacter. Et en l'occurrence, Gary a contacté Michael Shannon. Il l'a contacté, il l'a appelé, il lui a dit écoute, il y a un petit jeune là dans ma classe, je crois qu'il est assez doué, il a écrit un scénario, est-ce que tu veux le lire? Alors il l'a lu et le scénario, c'était le scénario de Shotgun Stories. Et Michael nous dit quand il l'a lu, il a vraiment eu la sensation que c'était le meilleur scénario qu'il a jamais lu à ce moment-là. Donc il était vraiment impressionné. Et puis alors il a rencontré ce très jeune homme qui était fraîchement sorti d'école, et tout de suite il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il nous dit il a toujours été ému par Jeff, par la manière dont il parle, par la manière dont il a une très très forte discipline. Quand il veut faire quelque chose, il sait exactement quoi faire, où aller, et il le fait, et il reste droit. Et c'est quelque chose qui l'a toujours vraiment touché. Et puis il nous dit lorsqu'on a fait ce premier film ensemble, Jeff en fait il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, et l'argent qu'il avait, les quelques dollars qu'il avait, il les a mis dans la bobine de film qui allait dans la caméra. Donc pour tout le reste, pour les décors, pour les comédiens, pour tout le reste, il n'y avait rien. Donc c'était une entraide, mais il avait une telle force de persuasion, il avait une telle discipline qu'il a réussi à emmener tout le monde avec lui. Il a tourné tout le film, mais il n'avait pas d'argent non plus pour développer le film. Alors donc en fait, il tournait chaque séquence, et puis après, il prenait la bobine donc non développée, et il l'a stockée dans le bureau de son père, là où travaillait son père. Et ces bobines sont restées là un certain temps avant qu'il puisse quand même arriver à avoir un peu d'argent pour développer tout ça. Et une fois que ça a été fait, une fois qu'il avait toutes les séquences développées, il est passé au montage et il a monté son film pendant 2 ans. Ça lui a pris 2 ans pour monter son film. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et Michael nous dit, moi quand j'ai vu ce type qui est capable de se concentrer à ce point-là pendant aussi longtemps, d'avoir une telle ténacité lorsqu'il sait où il veut aller, je me suis dit, c'est clair, il faut absolument que je travaille avec lui, parce que quelqu'un qui a une telle force dans son travail, ça ne se rencontre pas tous les jours. Et la carrière de Jeff, en fait, à chaque fois, chacun de ses films grandit en taille, grandit dans le sujet, dans tout, en fait, tout grandit. Donc il a commencé avec un tout petit film de rien du tout qui a coûté 2-3 000 $, et puis juste après c'était Take Shelter qui a coûté un petit peu plus cher, qui parlait de choses un peu plus importantes, et après c'était Mud, etc., etc. Et à chaque fois ça grandit, et le prochain film sur lequel il est en train de travailler en ce moment, ça va être un film énorme, quelque chose de vraiment impressionnant, et j'ai hâte de travailler avec lui. Et il nous dit à propos de Jeff, c'est quelqu'un qui est, encore une fois, son aspect vraiment concentré sur ce qu'il doit faire pour arriver à ses fins est vraiment impressionnant. Quand il rentre dans une pièce, il sait tout de suite ce qu'il veut faire. Enfin voilà, on comprend en un instant que ce type-là, il ne va pas se compromettre pour quoi que ce soit. Il ne va pas abandonner ceci ou cela. Il sait ce qu'il veut faire, il va le dire. Il va le dire, voilà, ça c'est le film que je veux faire. Je veux tant d'argent pour faire tel film et je ne vais pas changer d'avis. Donc si vous voulez m'aider, super. Sinon, je m'en vais, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. Et en même temps, Jeff Nichols, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très doux. Mais voilà, sa vision est tellement forte qu'on ne peut que l'accompagner. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous parlez de cette concentration qu'a Jeff Nichols. Et quand Jeff Nichols l'a rencontré, il me parlait, c'est le même terme qu'il employait pour vous. C'est-à-dire qu'il me disait, Michael Shannon, il ne souhaite pas répéter.
Et il est, dès la première séquence, il est focus. Et si ça ne tenait qu'à lui, on pourrait ne faire qu'une prise. Parce que dès la première prise, il est absolument à fond. Oh, God. Well, I don't know. I don't think so. I don't think so. I don't think a movie with just me in it would be worth watching. I think at a certain point, no matter how big a fan you are, you'd be wanting someone else to show up. All right, enough. Where's somebody else? Yeah, I don't know. I mean, I guess that's something you hear on Guillermo and them started too with the on Shape of Water, the whole Shannoning notion that from the first take it's gold. But I don't know. I never feel that way. I want to do it like 500 times. I think repetition is one of the most exciting parts of acting, which probably sounds the opposite of how it should be. But I guess that comes from doing theater, because I'm used to doing things over and over and over again, you know, and I don't mind. One of the most famous American acting teachers is Sanford Meisner, and he had an exercise called repetition, where you would literally just look at your partner and repeat some word, you know. He would say, well, notice something about who you're looking at. Say, you know, what gray sweater. And then they just repeat it back and forth. And he said, don't say something different until it makes sense to say something different. And it would always be too soon. And the student would get uncomfortable or anxious and say something else, and Meisner would be like, no, you're not ready yet. You haven't said gray sweater enough times. And both of the people would scratch their heads like, this guy's crazy. I don't know what he's talking about. But there's something about what he's saying is that in the repetition, because life is far too complex to understand just going through it once. That's why we have all these stories in the first place, because there's just so much we miss the first time that we keep going back and examining things. And so I like to do that. I guess that's what I like to do, because I keep doing it. Yeah. Michael nous dit qu'en fait, il ne sait pas. Pour lui, il n'est pas exactement d'accord avec ça. Lorsque Jeff dit un film avec seulement Michael Shannon, en fait, ce serait hyper simple à faire et tout. Ce serait peut-être simple à faire, mais ce serait pas très intéressant à regarder, nous dit-il, parce qu'il y a un moment donné, même si vous êtes vraiment fan de lui et qu'il est vraiment extraordinaire, il y a un moment donné, vous allez quand même avoir envie qu'il y ait un deuxième personnage qui rentre dans le champ. Donc, ceci étant dit, après évidemment, c'est quelque chose qu'il a entendu dire. Par exemple, Guillermo del Toro parlait du thème de Shannoning, c'est-à-dire c'est ce qui se passe quand la première prise qu'on fait, c'est la meilleure, c'est le top, c'est de l'or. Donc voilà, c'est un truc qu'il avait développé pendant le tournage de Shape of Water. Mais lui, il nous dit, ça ne le dérange pas du tout de répéter encore et encore. Ça lui vient de son expérience du théâtre, parce qu'au théâtre, évidemment, on joue la même scène encore et encore et encore. Et lui, il nous dit, vraiment, ça ne le dérange pas, ça fait partie de son métier, c'est aussi quelque chose qu'il apprécie, tout simplement en tant que comédien. Mais il nous dit, par exemple, qu'il se rappelle d'un cours de cinéma, un cours d'acting qui était célèbre avec le professeur Meisner. Et lui, il avait une classe qui s'appelait, enfin, en tout cas un exercice qui s'appelait cet exercice de répétition. Et donc, il prenait deux comédiens, il les mettait l'un en face de l'autre, et à un moment donné, il disait à un des deux, par exemple, alors là, je veux que tu te concentres sur un aspect vestimentaire, visuel, de la personne qui est en face de toi. Et une fois que c'est fait, alors par exemple, un pull gris. Et une fois que c'est fait, je veux que tu répètes pull gris.
que tu le répètes jusqu'à ce que ça fasse sens, jusqu'à ce que tu comprennes vraiment ce que tu es en train de dire. Et répéter plus le gris, plus le gris, plus le gris. Et en fait, la plupart des élèves, des étudiants ne comprenaient pas exactement où est-ce qu'ils voulaient en venir. Mais ce fait de répéter, 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 à un moment donné, il se passait quelque chose. Et ils commençaient à comprendre. Mais c'était jamais assez tôt pour le professeur, pour Meissner. C'était jamais assez tôt. Lorsque l'étudiant commençait à dire « Ah oui, je crois que je comprends », tout de suite, Meissner disait « Non, 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 t'as pas compris. Il faut le dire encore et encore et encore et encore et encore. » Et il y a vraiment quelque chose, encore une fois, pour lui qui se passe. Donc voilà, répéter, c'est un exercice qui est très intéressant. Il pense qu'il peut aller quelque part. Et puis il nous dit aussi cette histoire de répétition sur un sens plus large. La vie, c'est quelque chose qui est complexe, qui n'est pas évident à comprendre. Et comme c'est pas évident à comprendre et qu'a priori on a une seule vie, c'est pour ça qu'il y a des histoires, c'est pour ça qu'il y a des films, c'est pour ça qu'on peut, l'espace d'une heure ou deux, vivre la vie de quelqu'un d'autre et peut-être comprendre d'autres choses qu'on ne comprendrait pas si on vivait simplement notre vie. En tout cas, c'est le point de vue de Michael Shannon. Alors, à propos de répétition, il y a dans votre film, dans votre carrière, un film emblématique. C'est peut-être le premier grand film qui va compter dans votre carrière, qui est Bug de William Friedkin, parce qu'en fait, au départ, c'est une pièce de théâtre que vous jouez. Et Friedkin voit la pièce de théâtre, il connaît le dramaturge Strasilens qui l'a écrite, et il décide d'en avoir les droits pour le cinéma. Et il dit, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je veux garder ce gars qui joue le rôle masculin, Michael Shannon. Il n'est pas connu, mais je vais me battre. Effectivement, Friedkin s'est battu pour vous imposer à la production parce qu'il disait je veux pas un Keanu Reeves ou quelqu'un comme ça. Je veux Michael Shannon. Et à vous, il vous dit alors, vous l'avez joué 200 fois au théâtre, et maintenant, je voudrais que vous me proposiez autre chose pour le cinéma. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure incroyable de Bug où vous le jouez 200 fois au théâtre, où vous renouvelez, j'imagine, quand même chaque soir, et il y a tout d'un coup Friedkin qui dit il faut encore trouver autre chose pour le cinéma. Yes, I'm very grateful to Mr. Friedkin for doing that. It was unusual to go from the theater to the film. Obviously, they're very different. But what was most unusual about it is when I went to do the film, I was the only one who had done it before. And I was surrounded by people who hadn't. You know, I would go to rehearsals with Ashley, and we only had we didn't have much time to rehearse, maybe a few days. And when I would do the play, whoever was playing Agnes, we'd get weeks of rehearsal. And Agnes is as complicated, if not more complicated, than Peter. I mean, it's an incredible part for an actress, and a lot to think about. And I had been used to doing it with some of the finest actresses on stage I had ever worked with, you know. But I was so impressed with how quickly Ashley Judd figured it out, because she did not get all that time, and I was really struck by her her ability to do that. But sometimes it was kind of lonely. It was like doing something that I had done with a bunch of friends, but now I'm doing it with a bunch of strangers. And all people that I liked a great deal, but, you know, it was kind of, there were things that I felt like I knew about the material just because I'd done it so many times, and the other people didn't necessarily have that, you know, information because it was new. But having said that, it was very exciting to do it as a film, because it was much more three-dimensional. You know, we were actually
in this room as opposed to being on a stage and with a bunch of people staring at us. So it gave you the opportunity to really get trapped inside of that space. And I appreciate that Friedkin didn't open it up too much, you know, because a lot of times when somebody turns a play into a movie, they think, oh, it can't just all be in this room. We've got to go outside, and we've got to, because people will get bored or whatever. But it was really crucial with that particular story to keep it in the room. And he made some exteriors, a couple in the beginning and the end, but he was faithful to the vision of the play, which I really appreciated. Yeah. Oui, en fait, Michael nous dit qu'il est très, enfin, il a beaucoup de gratitude envers William Friedkin parce que c'était assez inhabituel pour lui d'avoir un rôle d'abord qu'il connaissait donc très bien au théâtre et de l'amener vers le film. Forcément, ce sont deux choses qui sont vraiment très différentes, même si l'histoire est la même, même si les personnages sont les mêmes, ce sont vraiment deux choses différentes. Et c'était assez étrange pour lui parce que c'était le seul en fait de la troupe à être passé dans le monde du cinéma. Donc c'était très bizarre. Et puis en ce qui concerne les répétitions, par exemple, il a été impressionné par les personnes avec qui il a joué au cinéma parce que autant lui, évidemment, il a joué la pièce 200 fois, donc la pièce il la connaissait sur le bout des doigts, et les autres comédiens, les autres acteurs, pas du tout. Donc forcément, il s'est dit comment est-ce qu'ils vont faire pour vraiment rentrer dans les personnages aussi rapidement. Et il a été impressionné notamment par le personnage de Agnès. Dans la pièce, il y a donc deux personnages, Peter et Agnès. Et Peter est un personnage complexe, mais Agnès, c'est un personnage encore plus complexe. Donc c'est vraiment difficile pour un comédien de rentrer dans ce rôle-là. Et il nous dit, la comédienne qui joue Agnès, donc Ashley Judd, elle a vraiment été impressionnante en très peu de temps. Et cela même en nous disant que les comédiennes avec qui il a joué au théâtre, c'était vraiment de très bonnes comédiennes qui étaient très douées. Mais Ashley Judd a vraiment réussi à rattraper comme ça, à rentrer dans son personnage très vite en très peu de temps. Donc voilà, il a vraiment été impressionné par rapport à ça. Il nous dit après, bon, alors évidemment, sur le tournage, c'est vrai que de temps en temps, je me sentais un peu seul. J'avais un peu l'impression d'être de côté parce que vraiment, mon expérience était très différente, qu'on attendait peut-être quelque chose de différent de moi. Et puis c'était bizarre, après avoir joué autant de fois pendant aussi longtemps cette pièce, forcément, les autres comédiens autour de nous, ça devient des amis. Donc j'étais en train de jouer avec des amis, des copains. Et puis tout à coup, je rejouais la même histoire, mais avec des personnes qui m'étaient quand même foncièrement étrangères. Et c'était parfois un peu bizarre. Il y avait comme un léger décalage. Mais c'était quand même tout à fait intéressant pour moi, nous dit-il, de faire ce film, en tout cas de porter cette histoire sur le médium film, parce que ça apporte quelque chose de tridimensionnel. Quand on est sur une scène de théâtre, bien sûr, on a un décor, mais à un moment donné, il y a un des endroits de ce décor, c'est un trou avec plein de gens devant, un peu comme tout de suite. Et tout à coup, quand on est dans le décor du cinéma, eh bien, ce public, ce mur qui n'existe pas, là, il existe et on est vraiment enfermé, entre guillemets, dans la scène qu'on est en train de jouer. Ça apporte quelque chose de nouveau et forcément de très excitant pour un comédien. Et puis Friedkin, en fait, et d'ailleurs, il nous dit, je le remercie par rapport à ça, il y a beaucoup de réalisateurs, vous savez, quand ils adaptent une pièce de théâtre, ils vont se dire, bah alors voilà, là, on était sur une scène, voilà, l'endroit est forcément fermé, et là, maintenant qu'on filme, on peut faire un peu ce qu'on veut, donc on va sortir, on va faire des scènes ici, dans la rue, ici, et là, non, il a tenu à garder cette histoire dans un monde, dans un lieu clos. Et donc, on est vraiment enfermé. Il y a quelques plans extérieurs au début, à la fin du film, mais la majorité du film reste à l'intérieur de la pièce où tout se passe. Et pour ça, il trouve que Friedkin a vraiment fait du bon travail. Alors, à propos de la spécificité du langage cinématographique, je voudrais revenir sur l'ouverture d'un film qu'à Deauville on connaît bien, puisqu'il a eu le Grand Prix en 2015, c'est 99 Homes. Et l'ouverture du film, c'est un plan séquence. C'est un plan séquence où vous êtes donc, vous jouez le rôle de ce Rick Carver qui doit expulser des gens dans leur maison saisie par la banque. Et là, la personne que vous devez expulser s'est suicidée dans la salle de bain. Et il y a ce plan d'ouverture de 3 minutes où vous êtes là, où vous regardez ce corps. C'est presque muet. Mais l'intérêt, c'est que ce soit tourné en plan séquence. Parce que, évidemment, dans un plan séquence, il n'y a pas de pause. Il y a une intensité. Et cette intensité décuple l'intensité de votre jeu. Parce que vous êtes là, votre regard est presque
indéchiffrable. Et en fait, on va passer tout le film à essayer de comprendre qui est ce personnage, qui est là. Est-ce que ça vous intéresse de tourner en... Je voudrais que vous reveniez sur la jeunesse de cette séquence et au-delà. Est-ce que ça vous intéresse de tourner en plan séquence? Est-ce que peut-être c'est un héritage du théâtre où évidemment on ne fait pas de pause dans une représentation? En tout cas, est-ce que vous préférez le plan séquence ou des séquences plus découpées? I both prefer them and am terrified by them. It's both. Having done theater, I am used to being up in front of people for a long period of time with nowhere to hide. But that's not being filmed. And with a shot like the beginning of 99 Homes, I know that whatever take Ramin uses is going to be what anybody sees anytime they see the film. And so that stresses me out. And I know how important it is. And I remember when Ramin told me he wanted it to be one shot, I instantly understood why. It couldn't have been any other way, but I was also angry about it because I knew that I was going to have to get every frame right, and there's so much going on. And even if I felt one particular take was perfect, something else could go wrong, you know, something in the background. There's just so many things that can go wrong in a frame. You know, every frame is like a painting. And sometimes you get lucky and it just perfectly situates itself and becomes exactly what you want it to be. Sometimes that happens because you've prepared and you make it happen. But to have the camera moving like that and going through so many different places and there's just so many things that can go wrong. So, but it's interesting what you say, because you're saying that shot makes you wonder from the very out, you know, who is this guy? Who is this guy? And the character is based on a real person that I met and spent time with. Someone that I occasionally still to this day am in contact with. A man who knows this world inside and out, the foreclosures and all that, and has been very successful, but he's also had a great deal of personal tragedy and heartache. And it almost feels like, you know, karma. And he's a very haunted man. When I first met him, he seemed very happy, and now he's kind of destroyed in a way. And so I imagine that Rick is kind of on a similar journey, somewhere between happy and destroyed. But that's where he's heading. It'd be interesting to see Rick now. If there was some sort of sequel, what he'd be doing. But I know that the fella that I talked to for my research is he's not having much fun nowadays. So yeah, God, I get sad thinking about it. But anyway, yeah, it is mysterious. It's mysterious why these people do what they do and how they think they're gonna get away with it. I don't know. Because
everything comes back to you some way or another. That's for sure. How are you going to translate that? I'll do my best. Thanks, man. En fait, vous parlez donc des plans séquences. À la fois, je les préfère, j'aime faire les plans séquences, mais exactement en même temps, ils me terrifient, nous dit Michael. Il faut savoir que donc je viens du théâtre, il nous dit je viens du théâtre, donc je suis habitué à être en face de beaucoup de gens lorsque je joue, etc. Mais lorsqu'on est en train de faire un film, forcément, c'est très différent. Forcément, ça n'a rien à voir. Par exemple, lorsqu'on parle de 99 Homes, en fait, le problème, c'est que on jouait les scènes, on les jouait plusieurs fois, et puis il y avait 1 ou 2 ou 3 caméras qui nous filmaient, et on ne savait jamais, forcément c'est impossible, on ne savait jamais quelle était la bonne séquence, quel était le passage qui allait être celui qui allait se retrouver dans le film. On ne savait pas. Donc il fallait qu'à chaque fois qu'on fasse ça, on soit bon. Et puis il fallait qu'on soit bon de sous tel angle, on soit bon sous tel angle, sous tel angle. Il fallait toujours que tout soit bon. Et quand je dis il faut que tout soit bon, c'est-à-dire que moi déjà je sois bon, ce qui n'était pas toujours évident parce qu'il y avait tellement de choses qui devaient passer dans mon jeu d'acteur, mais également tout ce qu'il y a autour de moi soit bon. Et parfois, par exemple, on se dit, on vient de tourner une séquence et on se dit, bon, là j'étais bien, je pense que c'est pas mal, et on se rend pas compte qu'en fait, derrière, à l'arrière-plan, il y a un truc, je sais pas, une perche, quelque chose, et le plan est complètement foutu. Donc il faut le refaire. Et pour moi, c'était très très difficile d'arriver à comprendre pourquoi et comment tel plan est bon et tel plan ne l'est plus. Et le réalisateur, lorsqu'il m'a dit qu'il allait faire donc cette séquence d'ouverture en un seul plan séquence, à la fois j'ai compris, nous dit-il, j'ai compris pourquoi il voulait, parce que c'était vraiment le meilleur moyen de tourner cette séquence-là, mais en même temps, ça m'a vraiment mis en colère, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas, sur laquelle on n'a pas de maîtrise, qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est vraiment très, très, très difficile. Il nous dit, chaque scène qu'on voit dans un film, c'est comme une peinture. Donc quand la scène est vraiment fermée, entre guillemets, et que la caméra ne bouge pas, on peut effectivement vraiment se concentrer sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Mais là, en l'occurrence, la caméra, elle bougeait. Il y avait un travelling. Et donc, quand la caméra bouge, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle absolument pas que ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent tout à coup se transformer en cauchemar absolu. Et donc, voilà, encore une fois, pour moi, c'est intéressant. Ce qui est très intéressant également, c'est la question que vous avez posée. Quand vous nous avez expliqué que quand vous avez vu ce plan séquence, immédiatement, vous avez commencé à vous poser la question, mais qui est ce type ? Qui est-il vraiment ? Et qu'en fait, vous avez continué à vous poser cette question tout au long du film. Il vous remercie parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que pour lui, la manière dont il a abordé ce personnage, c'est parti tout d'abord d'une rencontre. Parce qu'en fait, ce personnage, donc, dans le film 99 Homes, il est basé sur une personne réelle. Une personne réelle qu'il a rencontrée, il a travaillé avec, il a passé du temps avec, et en fait, il est encore en contact avec cette personne-là, la vraie, encore aujourd'hui. Et il nous dit, c'est quelqu'un qui connaît bien ce monde-là, donc il a pu apprendre beaucoup à son contact, et même s'il a eu beaucoup de succès professionnellement parlant, il a également connu beaucoup de tragédies personnelles. C'est quelqu'un qui... et il nous parle, en fait, ça rappelle un peu le karma, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont vraiment pas très belles, et à un moment donné, ça finit toujours par nous retomber dessus. Et lui, c'est vraiment ce qui lui est arrivé. Il parle de lui aujourd'hui comme étant vraiment quelqu'un de hanté par tout ce qu'il a pu faire, et par tout ce qu'il a pu commettre, et par tout ce qui a été engendré par ses actions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, la première fois qu'il a rencontré, il avait l'air heureux, il avait l'air d'être bien dans sa peau, et aujourd'hui il est complètement détruit. Et il nous dit, pour moi, le personnage de Rick, donc le personnage qu'il interprète dans le film 99 Homes, eh bien c'est quelqu'un qui est en train de suivre le même chemin, ce personnage-là. En fait, au moment où le film est fait, 99 Homes, il est exactement au milieu. Il est entre heureux et détruit. Il est pile au milieu, il est pile au point de jonction où ça va commencer à plus aller du tout. Et cette personne-là, la vraie personne sur laquelle il s'est basé, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne va vraiment pas bien du tout. Il s'amuse pas énormément dans sa vie aujourd'hui. Tout ce qui est drôle et sympa et insouciant, ça a un peu disparu. Et c'est vraiment mystérieux. C'est mystérieux. On n'arrive pas à comprendre, nous dit-il, comment des gens qui font ce genre de métier, et aux États-Unis, il y en a beaucoup, comment des gens qui font ça, qui gagnent de l'argent en rendant des personnes malheureuses, comment ces personnes-là, à un moment donné, ne se disent pas, il y a forcément un moment donné où je vais payer tout ça, parce qu'on paye tout ça. Ça finit toujours par... c'est un cercle. Tout finit toujours par nous revenir. Alors,
la force de 99 Homes, c'était justement cette fin mystérieuse sur laquelle on pouvait réfléchir. Je crois que vous n'avez pas les fins qui se ferment. Mais nous, on est obligé de fermer cette conférence. On me fait des signes terribles parce qu'en fait, on a débordé, je vous avais dit, 55 minutes. Il faut remercier Michael Shannon et je suis vraiment désolé d'arrêter si vite parce qu'on avait encore tellement de choses à se dire. Mais merci beaucoup. Et merci à vous.